Donc, on va poursuivre le cours de notre matinée avec une présentation donc, de Laurel Corot et de moi-même. Donc, on va se présenter très brièvement. Et on va juste dire que, en fait, on est ingénieur pédagogique et ingénieur de formation pour le projet SANURM, qui veut dire Santé numérique, Université Rouen et Nice. Et on a à charge de développer des programmes d'enseignement en formation initiale pour le médical, le paramédical et le médico-social sur le domaine de la santé numérique. Et bien sûr, on est face à la nécessité absolue d'inclure en fait dans la formation numérique en santé et bien, la formation à l'intelligence artificielle. Donc c'est un peu très rapidement notre questionnement, surtout pour l'instant, et puis les pistes qu'on est en train d'explorer pour se dire ben, quoi enseigner et comment enseigner relativement à l'intelligence artificielle. Donc, la question première, en fait, c'est la nécessité eh bien, d'enseigner l'IA. Et d'abord, nous, face à cette nécessité qui nous apparaît comme quelque chose d'absolu et auquel on doit se soumettre, on s'est posé un ensemble de questions sur bon, quels sont les avantages de l'utilisation de l'IA d'un strict point de vue pédagogique. Je vais laisser la parole à Lorraine. Donc, on a réfléchi tous les deux, on a discuté longuement, on a consulté plein de rapports comme Stéphanie. Et finalement, on se rend compte que tout d'abord, l'IA, vous allez l'utiliser parce que il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est plutôt pratique. Vous n'avez pas besoin d'avoir besoin d'un tuteur ou d'un professeur, il va vous répondre. Donc ça, c'est cette disponibilité. Ensuite, on a vu aussi que l'avantage, peut-être pour un étudiant en médecine ou en paramédecine, ça va être de pouvoir personnaliser son apprentissage. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer vos propres quiz, demander à ChatGPT ou une autre IA de générer un style d'apprentissage propre en fait à votre rythme, à vos besoins, avec des ressources adaptées. Donc, ça peut vraiment être intéressant. Et la personnalisation de l'apprentissage, c'est vraiment à la mode. Il existe une plateforme qui s'appelle Knewton, qui est utilisée déjà dans les universités de Cambridge et de Stanford pour faire quasiment, en fait, une université virtuelle basée sur l'IA. Donc, j'ai mis à la fin du slide, parce qu'on n'en parlera pas, mais des références et les chiffres. Et on voit qu'en fait, ça permet de diminuer l'échec scolaire et d'augmenter la réussite des étudiants. C'est les résultats de Cambridge et l'Université d'Arizona là-dessus. Donc, c'est plutôt intéressant. Ensuite, ça va vous permettre de stimuler aussi votre apprentissage, puisque vous allez pouvoir peut-être brainstormer ou faire des discussions en classe avec ChatGPT. Et ça marche, ça peut être pas mal si on sait bien prompter, comme l'a dit Loïc. Évidemment, la première chose qu'on utilise, c'est l'interprète. L'interprète pour pouvoir traduire dans plein de langues. Et même ça, ça peut être très intéressant dans le milieu médical, avec un patient, pouvoir traduire et comprendre ses symptômes, sa douleur, grâce à un interprète euh, lié à l'IA générative, c'est plutôt intéressant. Évidemment, c'est aussi l'accès à la connaissance. Alors, l'accès à connaissance, ChatGPT, il va être capable de compulser un grand nombre de textes, donc créer une base de données étendue. Et évidemment, cette base de données, on a vu que ça pouvait être aussi de plus en plus appauvri par le fait que tout simplement, on va moins consulter les moteurs de recherche, les sites institutionnels. Donc, petit à petit, ils seront moins enrichis par la connaissance humaine. Et du coup, ChatGPT, il va moins compulser de la donnée fiable et de qualité. Enfin, c'est aussi votre assistant. Alors, c'est un assistant et d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes déjà inscrit sur Léo AI ou Killbot, qui sont en fait des intelligences artificielles spécifiques pour les étudiants et qui vont permettre évidemment la rédaction et la gestion des contenus académiques. Donc, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait qu'on interdisait finalement la rédaction par l'IA. C'est pas tout à fait ce qui se passe. On essaye de réguler finalement
Et on se pose même la question de la diplomation par les masters qui passent par la rédaction d'un mémoire. Et donc, l'utilisation de l'IA pour résumer, contracter les textes, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus répandu. Et donc, on a déjà 185 000 utilisateurs francophones qui utilisent les OAI. Alors, évidemment, ceci n'est pas gratuit, finalement, sur celle-là. Vous trouverez peut-être d'autres IA génératives qui sont en open source gratuites. Il y en a d'autres où ça vous nécessite d'avoir un abonnement pour pouvoir s'en servir. Le vaste choix, ah, pardon. Il existe un vaste choix d'IA. Si je vous demandais laquelle vous utilisez, qui utilise ChatGPT? Qui utilise Perplexity? On en a déjà beaucoup moins. Ouais. Qui utilise PickTalk? Non? Comment? Donc ça, c'est une IA en fait open source. Et du coup, les IA open source, bah, il y a la liberté d'utilisation, d'études, de modification et de distribution, et aussi une grande transparence. Donc, il y a un combat actuellement entre les modèles. Il y a à peu près 149 modèles d'IA. Depuis 2022, ça n'a fait que doubler, en fait. Donc, on est vraiment en expansion très forte dans l'année 2023. Et sur ces 149 modèles d'IA, bah, il y en a certains qui ont émergé et puis d'autres qui vont encore émerger. On a à peu près une répartition de 40% d'open source et 60% d'IA générative d'origine plus privée, mais c'est en train de s'inverser. Les modèles universitaires aussi affluent en fait. Et donc, parmi toute cette jungle d'IA générative, il va falloir s'y retrouver aussi. Oui, je vais parler très très rapidement en fait des différentes limites de l'IA. Toutes et tous, on connaît et qu'on a évoqué ce matin déjà le remplacement des interactions humaines, ce qui dans le cadre de l'enseignement dans des filières de santé est quand même assez grave, comme l'absence d'empathie, c'est exactement du même type de domaine de limite. La dépendance technologique, effectivement, c'est toujours la question, c'est qu'est-ce qui se passe et comment j'opère quand j'ai plus d'électricité, en fait, tout simplement. Les coûts de développement, les coûts d'entraînement, la fiabilité de l'information, les biais algorithmiques, et ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement grave et extrêmement important, c'est la qualité des données qui sont fournies pour alimenter les modèles. Est-ce que ces données reflètent exactement la réalité ou est-ce qu'elles ne sont pas déjà sélectionnées par des biais des chercheurs? L'impact écologique qui est quand même quelque chose d'assez énorme. Tout à l'heure, on parlait des Health Data Hub, mais c'est pas seulement de stocker les données, c'est aussi de pouvoir les traiter. Pour les traiter, il faut des super ordinateurs avec des GPUs qui consomment beaucoup d'électricité. Et l'autre question, c'est une question aussi de souveraineté pour les différents États de la communauté européenne. Ça coûte une fortune de développer ces ordinateurs. Il y a des plans européens d'investissement pour le développement de ces objets. Mais à un moment donné, des pays européens ne pourront pas suivre. Et ce qui va se passer, ce qui se passe déjà, c'est la question et le problème de toutes les startups européennes qui utilisent des super-ordinateurs américains pour développer leurs produits. Et quand ils développent des produits qui sont des produits qui utilisent des données de santé, eh bien, même si les données sont stockées dans un espace souverain qui est un espace européen, elles sont en fait traitées sur des super-ordinateurs qui ne sont pas sur les sol européens. Donc, il y a toutes ces questions-là qu'on doit prendre en compte. Mais je vais sauter quand même plutôt assez rapidement sur le cœur de notre problématique, parce qu'on a déjà assez parlé de tout ça. Et donc, nous, on a la charge donc d'intégrer l'enseignement à l'intelligence artificielle dans les curriculums, dans les cursus. Alors, on s'est tourné vers un ensemble de référentiels qui existent. Il y en a partout. Il y en a en France, il y en a plusieurs. Il y en a pour l'enseignement supérieur, pour la recherche. Il y en a au Canada, il y en a qui ont été produits par l'UNESCO. Donc, on a regardé tous ces référentiels. Et en regardant tous ces référentiels, on s'est posé vraiment... donc ici, j'ai même une cartographie assez intéressante
vous pourrez consulter, mais on a un réseau qui est très long, donc je me demande si ça va marcher. Ça vient quand même ici, qui regroupe en fait sur une carte mentale l'ensemble des référentiels qui existent actuellement sur l'enseignement du numérique. Et je retrouve plus. Et donc, on s'est dit, bon, ok, il y a cette nécessité d'enseigner l'IA, mais comme tout à l'heure, Stéphanie Lopez nous l'a fait remarquer, l'IA, c'est pas une discipline dans laquelle un spécialiste ou un expert connaîtrait l'ensemble de la discipline. Il y a des compétences à acquérir qui sont en mathématiques, il y a des compétences qui sont en électronique, il y a des compétences qui sont dans des domaines comme la logique, le raisonnement, l'apprentissage. Donc déjà, enseigner l'IA en soi, en plus d'une autre discipline, c'est quelque chose qui est impossible. C'est une chose à laquelle il faut renoncer. Et donc on se dit maintenant, qu'est-ce qu'on va enseigner? Et comment on va enseigner l'IA et comment on va le rendre adoptable et acceptable par des futurs professionnels de santé. Et notre idée, c'est en fait de retourner sur quelque chose qu'on a appelé très simplement, et ce qu'on a dit là, c'est pas des experts en IA dont les métiers ont besoin, enfin dans les métiers, et ce ne sont pas non plus des utilisateurs experts de l'IA qu'on veut former. Donc, ça pose une question qui est quand même assez compliquée, ce qu'on veut, et donc c'est un peu le résumé, et je crois qu'on va s'arrêter là, Lorraine, pour laisser le temps à tout le monde. En fait, la phrase clé qu'on a trouvée, c'est former des citoyens experts de leur profession et conscients des enjeux éthiques, sociétaux, environnementaux, épistémologiques et psychologiques, de ce qu'on appelle l'hyperdramatisation des processus décisionnels et relationnels qu'impose l'IA. Et donc, c'est à partir de cette définition, elle est super compliquée. Vous pouvez demander à ChatGPT de vous la réexpliquer ou de vous la résumer. Mais c'est vraiment à partir de ça qu'on veut créer un référentiel qui est ancré sur vos fonctions, sur les valeurs qui animent l'exercice de votre métier à tout instant et d'essayer de comprendre comment l'IA va intervenir là-dedans et comment on peut agir, nous, en tant que formateurs, vous, en tant qu'étudiants et en tant que professionnels, pour garder un contrôle toujours plus grand sur l'IA sans devenir des experts de l'IA ni des usagers experts. Et notre message, c'est un peu de dire, créons un référentiel dans lequel on remet au cœur du référentiel l'expertise métier, l'expertise professionnelle initiale, sans se laisser embarquer vers la course aux compétences numériques ou aux compétences en IA. Donc, ce qu'on veut faire, c'est s'engager dans des travaux interdisciplinaires pour creuser et fabriquer ce référentiel. Et donc, on est déjà en retard. Et ce qu'on dit, c'est tant mieux, parce qu'on a des collègues qui sont en avance sur nous, ils seront là cet après-midi. Et ce travail qu'on se propose de faire, de retourner aux compétences clés des métiers de la santé et du soin, ils l'ont déjà fait et ils nous proposent donc un référentiel que nous, maintenant, on va essayer d'intégrer dans nos enseignements. Voilà. Je suis désolé, c'est un peu décousu, mais c'est rapide. Pas Voilà. décousu, mais rapide. Voilà. Donc, si vous avez des questions avant la pause, on est là pour y répondre, Et puis sinon, on est à votre disposition pour en discuter. pour en discuter. Voilà.